Supposez que vous soyez une fée toute puissante et que vous me disiez, je vous laisse le choix. Vous pouvez ne pas mourir, mais alors évidemment, vous ne saurez pas ce qu'il y a après, ou bien vous mourrez et vous saurez. Eh bien, je choisirais évidemment de mourir et de savoir. Peut-être d'ailleurs que je ne saurais rien du tout. Bonsoir. 24 heures ont séparé la mort de deux monuments nationaux. Johnny Hallyday, à qui Michel Drucker et ses invités viennent de rendre hommage, et Jean d'Ormesson, l'écrivain, entré de son vivant dans la Pléiade et il s'en réjouissait. L'académicien qui se savait mortel, l'éternel amoureux, l'homme qui s'amusait de la vie, le père, le grand-père, l'adulateur de la Corse. Ce sont ces multiples visages qui apparaissent dans ces 7 entretiens durant lesquels nous devisions du sens de la vie. Morceau choisi de 1996 à 2015. Il y a 2 choses qui m'embêtent quand il s'agit de mourir. Mourir, je l'accepte parfaitement bien. Vraiment très bien. Ça ne doit pas être agréable. Mourir doit être très déplaisant. Mais la mort, c'est très satisfaisant. Il y a 2 choses qui me chagrinent. La première, j'aurais tant aimé assister à mes funérailles. Je me demande comment ça va se passer. Et la deuxième chose, ce qui m'ennuiera, c'est de ne pas connaître la suite de l'histoire. Et vous avez écrit « Si Dieu n'existe pas, la mort perd beaucoup de son charme ». Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si Dieu n'existe pas, c'est très sinistre, vous savez. Et évidemment, je n'ai pas la foi, mais j'ai l'espérance. J'espère beaucoup qu'il y a quelque chose. J'espère beaucoup, voulez-vous que je vous dise, que les mauvais seront punis et que les bons sont récompensés. Donc vous croyez au jugement dernier? Au jugement dernier, oui. Absolument. Je ne sais pas qui va le distribuer, ce jugement dernier, mais je crois au jugement dernier. Et comme ce n'est pas moi qui peux juger ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal, mais il y a du bien et il y a du mal. Et j'espère que le mal sera puni et que le bien sera récompensé. Vous savez, on aime bien aussi un tout petit peu revenir en arrière. Alors quand j'ai vu cette photo de vous, on dirait une petite fille. Vous vous souvenez de cette photo? Vous êtes petit, hein? Oui, je crois que c'est moi. Et regardez, c'est vous. C'est moi, en effet. Ça, c'est moi aussi? Oui. Oui, je crois. Il y a un côté très féminin. Oui, peut-être. J'ai beaucoup de photos de moi à 2-3 ans, habillée presque en fille, avec des robes. Est-ce que vous étiez conscient de votre classe? Pas du tout. Je ne crois pas aux classes sociales. Je ne crois pas aux classes sociales. Mais est-ce que vous saviez que vous étiez un privilégié? Absolument. Je savais que j'étais un privilégié. Je me suis toujours présenté comme un privilégié. Non pas un privilégié parce que j'appartiens à je ne sais quelle classe. Un privilégié, non pas non plus pour les raisons financières. Ma famille n'était pas très riche. Un privilégié d'abord parce que je sors d'une famille très unie. Dans ma famille, le père aimait la mère aimait le père, les parents aimaient les enfants respectaient les parents. Vous savez, c'est beaucoup. Je crois qu'on se plaint souvent de ce que les enfants ne fassent pas ce que disent les parents. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'ils voient. J'ai été extrêmement privilégié aussi par mes professeurs, mes maîtres. Je suis entré, mon père était diplomate, donc j'ai travaillé à la maison. Alors, j'étais premier toujours, puisque j'étais seul. Et je suis rentré pratiquement en France, presque pour rentrer directement en Hippocagne. En Hippocagne, tout à coup, le petit génie que j'étais a été le dernier. Confronté aux autres. Voilà, confronté aux autres. Donc il a fallu regrimper tous les... Et évidemment, mes maîtres m'ont merveilleusement aidé. Beaucoup étaient communistes. Et je garde un souvenir émerveillé d'eux et merveilleusement reconnaissant. C'est eux qui m'ont permis d'entrer à l'école normale, de passer des concours et d'aimer les livres. Qu'est-ce que vous saviez de la vie des autres? Vous savez, moi qui ai passé pour un écrivain du bonheur, j'ai su très vite que la vie était tragique. Pourquoi? Comment? Très vite, à cause de l'histoire. À cause de l'histoire, mon père est arrivé en Allemagne. Hitler était en prison. Il avait raté un putsch à Munich
Et il était en prison. Et moi, j'avais 2 semaines ou 3 semaines. Et 2 ans plus tard, il était au pouvoir. Et mon père a vu l'ascension d'Hitler et j'ai été élevé dans l'horreur du national-socialisme. Ce qui vous a valu votre première et sans doute seule gifle. Oui, c'est vrai. Et je devais avoir 4 ans et je voyais, ou 5 ans peut-être, et je voyais défiler des gens qui chantaient, qui riaient, qui chantaient très bien. Les Allemands chantent très bien, qui défilaient derrière un drapeau rouge sur lequel il y avait quelque chose qui était la croix gammée. Et tout le monde applaudissait, riait, et j'ai applaudi, et j'ai reçu une claque de mon père. Une claque très douce, mais il a voulu me donner une claque, je crois qu'il me l'a expliqué. Il voulait me montrer que mon père était la tolérance même, mais il pensait qu'il y avait des limites à la tolérance, et que la limite de la tolérance, c'était l'intolérable. Votre père était appelé, qualifié le Marquis Rouge, parce qu'il avait été nommé par Léon Blum en tant qu'ambassadeur. Vous dites que votre mère était d'une famille bourgeoise, assez stricte, catholique. Ultra-catholique, ultra-conservatrice. Et comment ils parvenaient à s'entendre tous les deux? Mais comment? Mais c'était... Vous savez, la famille de mon père était très libérale, et la famille de ma mère très, très, très conservatrice. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans cette famille conservatrice, monarchiste, ultra-catholique, qu'il y a un personnage étonnant qui est le Pelletier de Saint-Fargeau, qui a voté la mort du roi. Mais naturellement, dans la famille de ma mère, on n'en parlait jamais. C'était tabou. C'était tabou. Et mon père essayait de mettre la conversation dessus. Et naturellement, la famille de ma mère fuyait cette conversation. Vous avez été obligé, Jean d'Ormesson, de transgresser des interdits quand vous étiez enfant ou adolescent? Enfant et adolescent à peine, mais un peu plus tard, oui, bien sûr. Bien sûr. Lesquels d'interdits? Vous savez, je n'en parlais jamais, et puis j'en ai parlé dans un livre qui s'appelait « Qu'ai-je donc fait ?» C'est un peu difficile, je l'ai écrit, mais c'est difficile à dire. Je suis parti avec la femme de mon cousin Germain, ce qui, dans une famille comme la mienne, était dramatique. Pas dramatique aujourd'hui, ça pourrait être... On n'en parlerait même pas, je pense. Vous avez été mis au banc de votre famille à un moment donné? Ah, mais entièrement au banc de ma famille. On avait dit aux enfants que j'étais mort. Et alors, de temps en temps, plus tard, je rencontrais un neveu ou un petit-neveu qui me disait « Comment, oncle Jean, vous êtes là ?» Ah oui, on vous avait fait disparaître. Bien sûr, moi j'avais disparu un peu de moi-même, d'ailleurs, c'était très, très compliqué. Votre père, il est mort persuadé que vous étiez un homme nul. Oui, pire que ça, il est mort persuadé que j'étais un voyou. Voyou? Oui, sûrement. Mais pourquoi? Mais à cause de cette histoire que nous avons parlé. Toujours? Oui, ça a été un Ça drame. vous a collé à la peau? Oui, dans ma famille, c'était catastrophique. Si il vous avait connu en tant que directeur du Figaro, vous pensez qu'il aurait changé d'idée? Et comme académicien encore plus? Comment? Mais si je suis devenu académicien et si j'ai été directeur du Figaro, c'est évidemment des bouquets de fleurs que je déposais sur sa tombe. Il était plutôt à gauche, mais il aimait beaucoup les institutions. Il aurait été enchanté de me voir à l'Académie, enchanté de me voir directeur du Figaro. Vous êtes marié tardivement, hein? Vous êtes de quel âge? 37 ans? Oui, quelque chose comme ça, je pense. C'était un joli mariage, un mariage d'amour, un mariage de raison, comme on les faisait à l'époque? Je vais vous dire, ma femme est absolument épatante. Ce que je n'aime pas, c'est le mariage. J'aime pas beaucoup le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est toujours difficile pour un écrivain, c'est à peu près impossible. Pour un comédien, pour un écrivain. C'est impossible, c'est-à-dire c'est la fidélité qui est impossible. Oui, c'est impossible, c'est impossible. Il y a trop de tentations. Il y a peut-être de pire que le divorce. Et alors le mariage, vous savez, c'est un peu comme la vie. Je crois que c'est 40 ou 50 mauvaises années à passer, et puis après, c'est très très bien.
Après, c'est très bien. Ça roule tout seul, après. Ça roule tout seul. Laquelle est l'actrice préférée? Parce que vous fantasmiez beaucoup sur ces actrices que vous voyez sur l'écran. Il y a Ava Gardner, il y a Lauren Bacall, Ingrid Bergman et Rita Hayworth. Et ben voilà, ce sont 4 actrices que j'ai évidemment aimées passionnément. J'ai même aimé beaucoup Cary Grant. Ah. Oh, Cary Grant, c'était irrésistible. Mais pas pour le même type de relation, j'imagine. Non, bien sûr que non. Et Ava Gardner dans Pandora était magnifique. Ingrid Bergman était sublime. Vous avez été assez goujat avec Greta Garbo. Inélégant? Oh ben non, pas du tout. Non, j'ai fait une gaffe. L'horreur, c'est la double gaffe. On m'avait invité avec Greta Garbo parce qu'on savait que j'aimais. Et pris d'une espèce de folie, je lui murmure l'air de l'ange bleu. Ich bin von Kopf bis... Je parle allemand, je lui murmure Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Et elle ne réagit pas. Alors, comme un ivrogne, je me dis, elle est sourde ou elle est idiote. Alors, plus fort, je lui dis Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Toujours rien. Alors je lui dis, je vous ai tant admiré dans l'ange bleu. Elle se retourne et me dit, je crois que vous me confondez avec Marlène Dietrich. Voilà, c'est toujours dans le vaisseau. Mais le pire, c'est que 10 ans plus tard, je rencontre Marlène Dietrich dans un dîner. Je suis assis à côté d'elle, je lui parle en allemand. Et croyez-moi ou ne me croyez pas, ça marche assez bien, au point qu'elle me dit, vous savez qu'elle était très sauvage, elle me dit, venez prendre le thé avec moi mardi prochain à Vue-Montaigne. C'est là où elle habitait à Vue-Montaigne. Je ne tenais plus de satisfaction. Je lui dis, écoutez, je vais vous raconter une histoire tordante. Et je lui raconte cette histoire et elle me dit, je crois que c'est pas la peine que vous veniez prendre le thé avec moi mardi prochain. Est-ce que avec les années, le désir, mais le désir physique, s'émousse? Mais ma chère Catherine, hélas, le drame, c'est que c'est pas le désir qui s'émousse. C'est quoi? C'est la capacité d'y répondre qui s'émousse. Mais le désir est toujours là. Et ça, c'est quand même un drame. Vous savez que ça, c'est quand même ce qui a amené Romain Gary au suicide. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Oui. Qu'est-ce que l'âge vous a enlevé, à part cela? Il ne m'a pas enlevé mes illusions, mes enthousiasmes, ma curiosité, qui sont à peu près intactes. Est-ce que vous avez beaucoup, souffert du sentiment amoureux? Mais, ma chère Catherine, j'ai passé mon temps à ça. Est-ce pour cette raison que l'une de vos chansons, que vous appréciez notamment, c'est celle-ci? Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Difficile de couper Jacques Brel, pardon. Ne me quitte pas. Pourquoi? J'ai souvent répété une phrase qui n'est pas de moi, mais qui m'avait beaucoup plu. Ce que les femmes préfèrent chez moi, c'est de me quitter. Et c'est très bien. Vous savez, les amours malheureux, ça fait partie aussi de la beauté de la vie. Vous avez connu des chagrins d'amour? Mais certainement oui. Mais c'est inutile de m'en parler, je ne vous en parlerai pas. Mais c'est constructif? Ça construit quelqu'un? Mais oui, au moins autant que d'être attaqué pour ces livres, évidemment. C'est la contradiction qui vous fait marcher. Si tout roulait comme ça, ce serait assommant. Oui. Vous dites d'ailleurs que le bonheur, c'est l'inattendu. C'est ça que vous aimez. Oui, l'inattendu. L'inattendu. Et ça, c'était assez inattendu que vous aimiez aussi cette chanson de Barbara. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Les bleus noirs.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean d'Ormesson, l'Aigle Noir? Qu'est-ce que ça vous inspire? J'aime beaucoup Barbara. J'ai beaucoup aimé Piaf. J'ai toujours pensé qu'un chanteur ou une chanteuse, Charles Trenet ou Aznavour, aurait pu entrer à l'Académie. C'est une des formes de la culture aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé à l'Académie? On parlait de l'Académie française. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes... Depuis que j'y suis? Ouais. Depuis que j'y suis, ce qui a changé, ce sont les toilettes. Il y avait une seule toilette à l'Académie, et maintenant il y a eu deux toilettes. Une, il y avait messieurs, et sur l'autre, il y avait Marguerite Yourcenar. C'est symbolique. Et ça, c'est mon œuvre. Ce sont, j'imagine, des réflexions de cet ordre qui vous ont incité, messieurs, à me permettre de prononcer devant vous, sans que le ciel me tombe sur la tête, sans que s'écroule cette coupole, un mot inouï et prodigieusement singulier, Madame. Un mot si singulier, en effet, c'était la première fois que l'Académie française permettait à une femme d'y entrer. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle est toujours machiste, l'Académie française? En tout cas, elle était très hostile à l'entrée d'une femme. C'est-à-dire qu'ils avaient 350 ans derrière eux sans femme. L'Académie est fondée par Richelieu en 34-35, juste avant le Cid. Le Cid, c'est 1636. Et Madame de Lafayette n'est pas de l'Académie, Madame de Sévigné n'est pas de l'Académie, George Sand n'est pas de l'Académie, Madame de Noailles n'est pas de l'Académie, Colette n'est pas de l'Académie. Et quand j'ai proposé la candidature de Marguerite Yourcenar, ça a été évidemment une sorte de tremblement de terre. Vous savez, c'est comme les clubs. Et vous sentiez une rigueur encore aujourd'hui? Je croirais que oui. Je croirais que... Enfin, ils m'ont peut-être pardonné, mais comme ça, ils me regardent avec un peu de suspicion.